Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour comprendre, collection dirigée par Bruno Pequignot. L'objectif de cette collection Pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Château, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Pequignot, Denis Rolland. Dernière parution. Jean d'Alençon, L'amour de la vérité. Itinéraire philosophique, 2022. Georges Bilan, Épargne, placement, investissement, la fin de l'âge d'or de l'assurance vie. Comprendre et agir, 2022. Ingrid Westercamp, L'éducation ou l'art du levain, à l'attention des parents et des éducateurs, 2021. Olivier Nkoulou Kabamba, La relation médecin-patient. Approche kantienne de la pratique médicale, 2021. Bernard Verdier, L'art désenchanté, essai sur les origines de l'esthétique contemporaine, 2021. Morgan Lotz, La voie vers le divin, 2021. Pierre YGOUF, L'entreprise mature. Proposition pour une philosophie d'entreprise, 2021. Constance Occo, Analyse quantitative des données bivariées en sciences sociales. Les mesures de la liaison entre deux phénomènes sociaux, technique, protocole, interprétation et graphique, 2020. Xavier Bollot, Le corps vivant. Une approche scientifique de l'intelligence, de l'émotion et de la conscience, 2020. Claude Fagnen, Les origines du calendrier, 2020. Dominique Barra, Pourquoi la médiation ? Des réponses à vos interrogations, 2020. Hervé Roland, Des cultures et des entreprises. Une étude France-Québec, 2020. Dédicace. Ce petit livre est dédié à Jeanne-Marie et à nos enfants. Marie-Sophie, Alix, Virginie, Jérôme et Laetitia. Préface. Le docteur Yves Berthier nous dresse une vaste fresque américaine. De la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, sans oublier ses prédécesseurs vikings, à la naissance des États-Unis d'Amérique, en passant par la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance, il réalise là une synthèse passionnante des 3 siècles de gestation de ce qui allait devenir au XXe siècle la première puissance du monde. Cet ouvrage retrace en particulier l'enchaînement des événements qui, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, conduiront la France de Louis XVI à laver l'affront du traité de Paris consenti en 1763 par Louis XV. Il restitue à chaque acteur son rôle dans la décision politique et dans l'action militaire qui aboutiront au dénouement des batailles de la Chesapeake et de Yorktown, puis au traité de Paris de 1783 qui consacre l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La rare entente entre les commandants en chef français, Rochambeau et de Grasse, et le général Washington, la décision courageuse de l'amiral de Grasse de contrevenir aux ordres de Versailles devant l'urgence de l'appel au secours des chefs terrestres et donc de remonter vers la Chesapeake au lieu de voguer vers les Antilles, apparaissent clairement et illustrent l'intelligence de la situation dont l'amiral a fait preuve. Cette décision et cette rapidité d'action seront décisives dans le succès final. Cette approche globale des événements qui ont conduit à l'indépendance américaine avec l'intervention française dans un conflit qui, au départ, était interne au Royaume-Uni, conduit tout naturellement à mieux comprendre pourquoi ce conflit peut être qualifié de mondial. Les combats furent en effet livrés, non seulement en Virginie, mais aussi aux Antilles, sur les côtes européennes et jusqu'aux Indes parce qu'il impliquait les 2 premières puissances européennes. À côté et en marge de la décision de Louis XVI d'engager les armées et les forces navales françaises au-delà de l'Atlantique aux ordres du comte de Rochambeau et de l'amiral de Grasse, l'aventure audacieuse et originale du marquis de Lafayette et de ses compagnons au sein de l'armée américaine n'est pas oubliée. En particulier,
la profonde et durable amitié nouée entre Washington et le Zéro des deux mondes, l'extraordinaire aura de ce dernier auprès des Américains au regard de son image brouillée en France, apparaissent clairement dans l'ouvrage du Dr Berthier. Voici un livre qui donne une vue d'ensemble de la naissance d'une grande nation dans laquelle la France a joué, in fine, un rôle majeur et où ses armes se sont illustrées. Georges Darcourt, président de la Société des Cincinnati de France. Introduction. Après une gestation fort longue mais surtout fort discrète, au point que les autres continents l'avaient totalement ignoré et ne pouvaient d'ailleurs l'imaginer, l'Amérique naquit en 1492 sous les yeux stupéfaits de Christophe Colomb. L'enfance et l'adolescence du nouveau continent, vite appelé Nouveau Monde, furent difficiles. La coexistence des habitants qui s'y trouvaient, nommés Indiens ou sauvages puis Amérindiens, et des Européens, Espagnols, Français, Anglais et quelques autres qui, éblouis par l'immensité de la découverte, s'efforcèrent de s'y installer. Les affrontements étaient inévitables, et ils furent le plus souvent au détriment des premiers habitants. Les Anglais, progressivement les plus nombreux, dominèrent la côte est du nouveau continent et fixèrent le cadre de 13 nouvelles colonies, tandis que les Français s'organisaient au nord et à l'ouest sur le vaste territoire appelé la Nouvelle-France. En 1776, les nouveaux Américains décidèrent qu'ils avaient atteint leur majorité, et secouant le joug de leurs protecteurs anglais, déclarèrent leur indépendance. Une guerre fut nécessaire pour faire céder les Anglais. Les Français aidèrent l'Amérique et les victoires de la Chesapeake et de Yorktown, à laquelle sont associés les noms de George Washington, Gilbert de Lafayette, l'amiral de Grasse et le maréchal de Rochambeau, mirent fin à la guerre. En 1783, c'est à Paris que fut signé le traité confirmant l'indépendance des premiers États-Unis d'Amérique, pays neuf dont le développement allait stupéfier le monde. Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, mot magique. C'est celui que les immenses foules d'immigrants donnaient, en quittant l'Europe, aux pays où ils espéraient trouver une vie meilleure, moins de pauvreté, la liberté religieuse et peut-être plus encore une terre à cultiver. Ce nouveau monde, c'était l'Amérique, le continent inconnu, la surprise offerte par Christophe Colomb aux Occidentaux ignorants. Don du ciel pour beaucoup et vers lequel ils partaient, hommes, femmes, enfants, avec ou sans bagages, essentiellement vers l'Amérique du Nord, et spécialement la terre qui porte aujourd'hui le nom d'États-Unis d'Amérique. C'est lui qui fut souvent nommé « The Land of Opportunity ». Le début de ce nouveau monde, si nous parlons du jour de sa naissance, c'est la découverte du continent en 1492 par Christophe Colomb. Découverte extraordinaire, imprévue, c'est vrai, et cela surprend toujours. Le continent américain est resté parfaitement ignoré, le continent comme les hommes qui l'habitaient jusqu'à la fin du XVe siècle, alors que l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Océanie se connaissaient depuis toujours, enfin, depuis qu'un hominidé, Homo erectus, il y a 100 000 ans avait quitté l'Afrique de l'Est pour ensuite, devenant Homo sapiens, parcourir les 3 autres continents, Europe et l'Asie puis l'Australie. Cependant ces premiers pas en Amérique ne constituent pas pour tous le début du Nouveau Monde, du moins pas celui de l'Amérique du Nord et des futurs États-Unis. En effet, la création est autre chose que la découverte. Colomb a découvert l'Amérique et les Amérindiens. Les immigrants ont créé un monde nouveau, le monde des Américains. C'est pourquoi plusieurs dates ont été retenues pour cette naissance du Nouveau Monde. La première est la fondation de la première colonie britannique, la Virginie. Fin 1606, 3 navires quittent l'Angleterre et parviennent à la côte est de l'Amérique, à la baie de Chesapeake. Ils accostent et fondent la ville de Jamestown, en l'honneur de leur roi Jacques Ier. En dépit de nombreuses difficultés, la ville devient la capitale de la Virginie. C'était en 1607. Le nom de la province était un hommage à la reine d'Angleterre Élisabeth I, qui n'eut jamais ni mari ni enfant et que la Vox Populi disait vierge. En 2007, son 4e centenaire a été célébré avec faste, en Virginie, par le vice-président américain Dick Cheney et la reine d'Angleterre Élisabeth II. Ainsi furent soulignés le début du Nouveau Monde et la primauté de l'Angleterre dans sa création. Que l'année 1607 fasse plaisir à l'Angleterre est compréhensible, mais la Virginie ne représente pas l'ensemble des citoyens fondateurs de ce Nouveau Monde. La Virginie n'est qu'une des 13 provinces américaines à l'origine des États-Unis, et chacune a une histoire particulière jusqu'à l'indépendance qui les réunira.
La deuxième date souvent retenue pour la naissance du Nouveau Monde est le 11 novembre 1620, c'est la date de l'arrivée de l'emblématique Mayflower. Il s'agit d'un bateau, plus précisément une flûte, jaugeant 180 tonneaux, qui transportait une centaine d'immigrants. Parmi eux 35 protestants séparatistes. Ceux-ci avaient d'abord quitté l'Angleterre pour les Provinces-Unies, espérant y pratiquer librement leur très exigeante religion. Également déçus dans ce pays dirigé par les Espagnols, ils décidèrent de tenter l'aventure en Amérique, terre appartenant à la couronne d'Angleterre, mais où la liberté était totale. Après 2 mois de traversée, une tempête les empêcha d'atteindre l'embouchure de l'Hudson comme ils l'avaient prévu, et le bateau aborda à Cap Cod. Avant de débarquer, et pour maintenir la cohésion du groupe, les chefs séparatistes obtinrent la signature de tous les hommes sur un document dit Mayflower Compact, disant que chacun s'engageait à respecter les lois qui seront votées par la suite. Ces premiers Européens à s'établir durablement en Nouvelle-Angleterre fondèrent, dans la province du Massachusetts, la ville de Plymouth. Les passagers du Mayflower sont les colons de Plymouth. Ultérieurement, à la fin du XVIIIe siècle, les Américains feront de ces premiers colons, en raison du Mayflower Compact, les inventeurs des principes égalitaristes, démocratiques et républicains. Ils furent appelés les Pilgrims Fathers. Le Mayflower est ainsi un mythe. Comme tous les mythes, il repose sur base véridique, mais celle-ci a été largement transformée pour les besoins d'une cause, l'origine des États-Unis d'Amérique. Une troisième date est essentielle pour les Américains, c'est le 4 juillet 1776, jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Celle-ci fut votée par les représentants des 13 provinces, réunis en congrès. Toutefois, cette indépendance ne sera effective, réelle, qu'après une longue guerre, la guerre de libération des provinces anglaises, dite guerre anglaise, que les Américains, appelés alors insurgents ou patriotes, ont gagnée, et à l'issue de laquelle fut signé à Paris le 3 septembre 1783, le traité de paix comportant la reconnaissance par l'Angleterre de la pleine indépendance des États-Unis d'Amérique. Pourquoi à Paris ? Parce que la France de Louis XVI a largement participé à cette guerre de libération, avec le maréchal de Rochambeau, l'amiral de Grasse et le célèbre Lafayette. L'année 1783, début de l'indépendance des Américains et point de départ de leur union, est ainsi la 4e date fondamentale pour les Américains. Ces 4 dates, 1607, 1620, 1776 et 1783 sont appelées les actes fondateurs de ce nouveau monde. Les Américains, amateurs de fêtes et de commémorations, célèbrent l'arrivée de Christophe Colomb, comme le font aussi l'Amérique du Sud et l'Espagne, le 2e lundi du mois d'octobre. C'est le Columbus Day. Discours et grandes parades sont organisés dans les rues pavoisées. Depuis la fin de la guerre de sécession, l'arrivée du Mayflower et des Pilgrims Fathers est célébrée le 4e jeudi de novembre. C'est le fameux Thanksgiving, action de grâce, qui comporte un repas avec dinde mais aussi de grandes parades. Fixée au 4 juillet, la fête nationale des États-Unis perpétue le souvenir de la déclaration d'indépendance. Enfin, le 3 septembre, début de l'indépendance des Américains et point de départ de leur union, est aussi jour de fête. 4 dates, ce n'est pas trop pour la naissance du Nouveau Monde, celui qui attirera une foule immense d'hommes et de femmes épris de liberté. Aujourd'hui encore, ce pays est l'image de la liberté. La découverte. Tous les écoliers des États-Unis d'Amérique connaissent ce vers d'un poème américain écrit en 1884, pour le Columbus Day. In 1492. Columbus sailed the ocean blue. En 1492, Colomb vogua sur l'océan bleu. L'Amérique, le 5e continent, a été découverte en effet par un Génois qui s'appelait Cristobal Colombo de Terra-Rubia. Le prénom Cristobal, c'est-à-dire Christum Ferens, signifie porteur de Jésus-Christ. Plusieurs textes portent sa signature, XPOFERENS. Très vite, le Génois simplifia son nom qui devint Cristoforo ou Cristobal Colomb. Il naquit dans la province de Gênes, on ignore l'endroit précis, dans une famille de tisserands probablement en 1451. Actes de naissance et actes de baptême sont perdus. Contrairement à l'habitude, il refusa d'apprendre le métier de son père. Dès l'enfance, il voulait être marin et parcourir les mers,
tout spécialement la mer Océane que l'on disait faire le tour de la Terre et séparer l'Occident de l'Inde. Sur l'enfance et l'adolescence de Cristoforo Colomb, les documents sont rares ou sujets à caution. Pour le comte du roi René d'Anjou, comte de Provence et neveu du roi de France Louis XI, il aurait eu une activité de corsaire, apprenant vite le métier de marin et la commande d'un vaisseau. En dépit de son statut d'étranger, qui lui valut quolibets et rebuffades, il acquit en Espagne une réputation de marin compétent et audacieux. Il était pilote et cartographe. Christophe Colomb s'est marié à Lisbonne en 1479, avec Filipa Moniz Perestrello issue d'une grande famille portugaise. Le père de la jeune femme, mort avant le mariage, était gouverneur héréditaire de l'île de Porto Santo, dans l'archipel de Madère. Les époux vécurent ainsi à Porto Santo, où naquit le premier fils, Diego. Colomb poursuivit ses études sur les cartes anciennes et les écrits faisant autorité, et spécialement ceux de Ptolémée et d'Aristote, encore admis sans vraie critique. Les questions essentielles n'avaient pas de réponse. L'ensemble euro-asiatique fait-il 180 degrés de la sphère terrestre ou plus ? Quelle est la valeur du degré en milles ou en lieues ? Si les latitudes étaient facilement appréciées, il n'en était pas de même pour les longitudes. Ces inconnus étaient source d'angoisse pour nombre de marins qui redoutaient de naviguer vers l'ouest. Colomb avait pour lui un atout. Il avait parfaitement compris les vents et courants de la mer à l'ouest de l'Occident. En outre, il croyait, à la suite de marins de tir, qu'un sixième seulement de la surface de la Terre est couvert d'eau. C'était une erreur bien sûr, mais la croyance avait pour conséquence que l'océan serait moins large qu'on ne le dit, il serait franchissable, et avec un brin d'optimisme, Colomb pensa que la route de l'Ouest était la plus courte pour atteindre l'Inde. Grâce à l'appui de la famille de son épouse, il put exposer au roi du Portugal, Jean II, ses idées et son but qui était d'atteindre l'Asie par la mer et par l'Ouest. Jean II était un souverain moderne et d'une vive intelligence. Il avait su s'entourer de scientifiques, réunis au sein de la Junta dos Matemáticos. Le roi écouta Colomb, mais ne le suivit pas dans son projet. Les Portugais étaient alors tournés vers l'Afrique dont ils avaient suivi les côtes jusqu'au golfe de Guinée, créant des comptoirs lucratifs. Les marins portugais furent déçus de constater qu'après ce golfe, la côte africaine ne se poursuivait pas vers l'est, vers l'Asie, mais se redressait vers le sud allongeant l'Afrique et bien sûr aussi la route recherchée. En 1487, Bartholoméu Dias atteignit l'extrémité sud de l'Afrique, d'où espérait-il, l'Inde devait être vite accessible. Dias changea le nom du Cap des Tempêtes, pour celui de Bonne-Espérance, plus conforme à son état d'esprit. Cette route longeant la côte et doublant la pointe de l'Afrique apparaissait en dépit de sa longueur, plus sûre que la route de la mer Océane de l'Ouest. La femme de Christophe Colomb, Philippa, mourut jeune en 1485, sans autre enfant que Diego, et Colomb, n'espérant plus rien du roi du Portugal, chercha un autre souverain susceptible d'accepter et de mettre en œuvre son projet. 3 princes étaient susceptibles de mener à bien l'espoir de Colomb. Le premier était le roi de France Charles VIII, mais celui-ci n'avait Dieu que pour l'Italie, où il eut de brillants succès quoique sans lendemain. Le deuxième était le roi d'Angleterre, Henri VII Tudor, qui venait de mettre fin à la guerre des Deux Roses par sa victoire de Bosworth contre Richard III et son mariage avec Élisabeth d'York, mais il était trop occupé à réorganiser son royaume. Il ne restait alors que le roi d'Aragon Ferdinand. Celui-ci se battait en Andalousie pour reprendre aux musulmans la fière cité de Grenade, mais il restait ouvert à toute perspective de gloire. L'Andalousie était une enclave musulmane en Espagne depuis plus de 7 siècles, depuis qu'en 711 les armées arabo-berbères du califat omeyyade avaient aboli le royaume wisigoth. Les efforts du roi d'Aragon furent couronnés de succès, et les clés de Grenade furent remises à la reine Isabelle de Castille et au roi Ferdinand, le 2 janvier 1492. Ainsi disparut le dernier État musulman d'Espagne, et les musulmans eurent seulement le choix entre le baptême et le départ. Le même choix fut imposé aux Juifs d'Espagne, le 31 mars. L'année 1492 fut appelée l'année admirable, comme le développe Bernard Vincent dans son livre qui en porte le titre. Année admirable par la conjonction de 3 événements extraordinaires. L'Espagne des 3 religions a vécu, la première grammaire en langue vernaculaire castillane voit le jour et Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ce fait, la découverte de l'Amérique par ces colons, unanimement admise,
a pourtant été critiquée récemment par quelques écrivains. Madame Evelyn Heyer, professeure en anthropologie génétique, a écrit dans un livre, par ailleurs remarquable, à propos de la découverte de l'Amérique. Cette vision européocentrée est passée de mode. Il n'y a pas eu de découverte pour la raison qu'il y avait déjà des habitants, les Amérindiens. Curieuse raison. Marie Curie a découvert le radium, personne ne le conteste, et cet élément existait auparavant bien évidemment. La poussée d'Archimède existait aussi avant que le savant qui lui a donné son nom ne la découvre et la décrive à Syracuse en sortant de son bain et en criant le célèbre Eureka. Monsieur Serge Gruzinski, dans son article sur la naissance du monde, a écrit « Les remous des décolonisations », ajoutés à la sympathie croissante portée aux revendications des peuples découverts et colonisés, ont progressivement remis en cause l'idée même de découverte. Comment les sentiments peuvent-ils remettre en cause les faits et ce que fut notre passé ? Il est tout à fait possible de débattre sur la suite d'une découverte, mais sans nier le fait lui-même. Bien évidemment, ces colons n'étaient pas le premier à voguer sur la mer qui portera le nom d'océan Atlantique. Les premiers furent les Vikings qui ont découvert les îles Féroé en 825, l'Islande en 870 puis le Groenland en 930. Le fils du célèbre viking Éric le Rouge, appelé Leif le Chanceux, découvre ensuite la terre de Baffin, Helluland et Terre-Neuve, Vinland, où il passe un hiver et fonde une ville éphémère, Leifboudir, avant de s'établir au Groenland. Les Vikings ont certainement touché aussi le Labrador, Markland, mais sans s'y installer. Les Islandais ont également vogué sur le nord de l'Atlantique sans s'installer, ni cartographier. Ces navigateurs du nord de l'océan Atlantique cherchaient en général à atteindre les Indes, par un passage entre les terres glacées, appelé le passage par l'ouest. Ils n'y parvinrent pas et ne comprirent pas non plus qu'ils côtoyaient un nouveau continent. Christophe Colomb a découvert l'Amérique et les Amérindiens parce qu'ils étaient, l'un et l'autre, inconnus. C'est la définition même d'une découverte. Le dictionnaire Larousse nous dit « Découverte, action de trouver ce qui était inconnu, ignoré ou caché ». C'est peu après la victoire en Andalousie que les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille disent oui à Christophe Colomb, l'argent nécessaire étant avancé par Louis de Sant'Angelo, trésorier d'Aragon. Le 17 avril 1492, Colomb, anobli, porte le titre d'amiral de la mer Océane, gouverneur et vice-roi des îles et terres fermes à découvrir. Colomb se lance alors dans la construction de deux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.